La crise migratoire occupe l'actualité de manière plus ou moins centrale depuis 2014. En Europe, en 2015, on recensait 1 255 640 demandes d'asile, dont environ 80 000 en France. L'Allemagne d'Angela Merkel a ouvert ses bras. Certains pays ferment leurs frontières. Et puis, il y a eu l'accord avec la Turquie. Le rapport de l'ONU intitulé « Sûreté et dignité, gérer les déplacements massifs de réfugiés et de migrants » prévoit une poursuite, voire une intensification de ces déplacements et dit, je cite, « La communauté internationale peut faire beaucoup mieux, oui, mais quoi ? Que faire face à la crise migratoire ?» Nous accueillons aujourd'hui Catherine Vitol de Wenden et Jean-Yves Le Gallou. Bonjour. Bonjour. Alors nous recevons en effet deux personnes que tout oppose. Catherine Vitol de Wenden, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à Sciences Po Paris et vous avez été consultante pour de nombreuses organisations, de l'ONU à l'OCDE en passant par la Commission européenne. Vous avez publié près d'une vingtaine d'ouvrages depuis 30 ans et dernièrement La question migratoire au XXIe siècle en 2010 et pour accompagner les migrations en Méditerranée en 2013. Vous êtes par ailleurs membre du conseil d'orientation du cercle de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Jean-Yves Le Gallou, bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous un pilier de la droite nationale française, vous êtes énarque et vous avez cofondé le Club de l'Horloge. Vous avez inventé le concept de préférence nationale dans les années 80, vous avez été député européen du Front National et avez créé la fondation Polémia en 2003. Enfin, vous venez de publier l'ouvrage Immigration, la catastrophe, que faire aux éditions Via Romana. Merci à tous les deux de votre présence ici. Alors tout oppose, mais à une exception près, car il existe toujours une unité dans la discorde, et j'ai envie de dire. En effet, vous vous accordez pour dire que les circonstances migratoires auxquelles sont confrontées l'Union européenne et la France sont exceptionnelles. Et face à une situation exceptionnelle, on a besoin de mesures exceptionnelles. Alors d'après vous, quelles sont-elles ? Alors, je pense qu'il faut déjà appliquer le droit. Les pays européens sont tous signataires de la Convention de Genève sur le droit d'asile. Ce droit d'asile est donné assez parcimonieusement selon les pays européens. Il y a même des pays qui ont fermé leurs frontières, comme la Hongrie, au cœur de la crise, c'est-à-dire depuis l'été dernier. D'autres, comme la République tchèque, qui n'ont pris que des Syriens chrétiens. Donc, on a vu une ligne de fracture qui s'est dessinée entre l'ouest et l'est de l'Europe, avec un pays particulièrement accueillant qui a été l'Allemagne et les autres pays qui se sont frileusement rangés derrière elle. Donc déjà appliquer le droit qui existe, non seulement la Convention de Genève, mais la Convention de 1989 sur les droits de l'enfant, qui garantit aux mineurs une prise en charge minimale quand ils arrivent, entre autres, comme migrants. D'autre part, d'autres dispositifs européens existent qui n'ont pas été appliqués, notamment une directive européenne de 2001 sur la protection temporaire. Très peu de gens ont obtenu la protection temporaire alors que c'est prévu, ça avait été mis en œuvre pour les réfugiés de l'ex-Yougoslavie et on pourrait tout à fait l'appliquer pour les gens qui ne rentrent pas dans la catégorie réfugiés de la Convention de Genève. Donc il y a d'autres possibilités qui seraient ouvertes déjà si on respectait le droit et si on n'était pas dans une sorte de dépendance à l'égard de la montée des extrêmes droites en Europe et aussi des opinions publiques telles qu'elles s'expriment à travers les sondages. Jean-Yves Le Gallou, alors ? Oui. Moi, je crois qu'il faudrait respecter le droit des peuples. Le droit des peuples à rester eux-mêmes, le droit des peuples à décider de leur avenir et de leur souveraineté. Et les peuples européens, dans leur majorité, ça se traduit de plus en plus dans les votes, ça s'est traduit en Suisse, qui est à peu près la seule démocratie, lors de référendums d'initiative populaire. Les peuples européens, ils veulent arrêter l'immigration. Et donc, moi, je crois que ce qu'il faut, c'est changer de paradigme et passer d'un paradigme qui, au fond, permet l'invasion de l'Europe à un paradigme qui permet la défense de l'identité et de la souveraineté des peuples européens. Je voudrais dire d'ailleurs que sur le droit d'asile, il y a une hypocrisie absolument fantastique, puisque parmi tous les gens qui viennent aujourd'hui aux frontières de la Turquie ou aux frontières de l'Italie, il y a très peu de gens qui fuient réellement la guerre et beaucoup de gens. Ce sont essentiellement des hommes jeunes, entre 20 et 30 ou 35 ans. Il y a des familles, mais les familles, ce sont des minorités. Ce ne sont pas des gens qui fuient la guerre, ce sont des gens qui viennent chercher une vie plus facile, meilleure en Europe. Et je crois qu'il y a un contresens sur le droit d'asile. Le droit d'asile, il a été conçu au départ pour des personnes qui s'engageaient politiquement et qui, en tant qu'engagées politiquement, pouvaient être persécutées. C'était donc un droit pour des individus, des individualités. C'est pas un droit pour des masses entières. Je dois dire d'ailleurs que ce droit d'asile, on ne l'applique pas, puisque s'il y avait une personne qui méritait le droit d'asile au sens traditionnel du terme, c'est M. Snowden,
qui a révélé les horreurs de la NSA. Et M. Snowden, la France lui a refusé le droit d'asile. Je crois qu'on est même allé jusqu'à détourner un avion d'un chef d'État pour éviter le risque de l'avoir. Et M. Snowden, il a trouvé le droit d'asile en Russie. Alors en matière de droit d'asile, nous ne l'appliquons pas là où on devrait l'appliquer, et on l'applique dans des conditions qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi il a été fait. Catherine Vittel de Winden, vous pensez vraiment qu'il y a une histoire d'hypocrisie dans le droit d'asile qu'on doit accorder ou pas? Non, je ne pense pas. La plupart des gens qui viennent de Syrie sont des gens qui, d'une part, ont été déplacés chez eux. Il y a la guerre, il ne faut pas l'oublier. Ils fuient à la fois le régime de M. El-Assad et Daesh. L'Arabie Saoudite qui pourrait les accueillir. Non, parce qu'elle n'est pas signataire de la Convention de Genève. Donc, ils essayent de traverser la frontière. La frontière la plus proche. Elle est à la cause de la guerre en Syrie. C'est l'Arabie Saoudite qui est à la cause de la guerre en Syrie. Enfin, ça, c'est un autre sujet, si je veux dire. C'est un sujet important, quand même. Le sujet, c'est qu'est-ce qui... donc, quelle est la position par rapport à ce que vous avez dit? Moi, je dirais que les gens on part jamais de chez soi, disons, avec bonheur. La plupart de ces gens qui viennent de Syrie sont des familles, justement. Mais il n'y a pas que des gens qui viennent de Syrie, il y a des gens qui viennent d'Érythrée, il y a des gens qui viennent du Pakistan, il y a des gens qui viennent de toute l'Afrique, il y a des gens qui viennent de très loin, il n'y a pas que des gens qui viennent de Syrie. La plupart des gens qui sont arrivés en Europe de propagande. Cette année, ce sont des gens qui sont venus de Syrie. Je signale qu'il y a 4,7 millions de Syriens qui ont quitté leur pays et que 3 millions d'entre eux sont en Turquie. 1 million est actuellement au Liban, qui a 4 millions d'habitants. 600 000 sont en Jordanie et les autres sont en Europe. Donc, ce n'est pas une invasion. Aujourd'hui, on a reçu... Syriens, madame. Il n'y a pas que des Syriens. Il y a beaucoup les Érythréens fuient la guerre. La Somalie est en guerre depuis des années. La Somalie est en guerre et les gens fuient une situation qui est invivable chez eux. Alors comment se fait-il que ce soit surtout des hommes? Comment se fait-il que ce soit 80% d'hommes? Parce que si c'est des gens qui fuient la guerre, ce sont des hommes peut-être, mais aussi des femmes, mais aussi des enfants, mais aussi des hommes âgés. Il y a beaucoup de 80% des gens qui viennent, oui, ceux que l'AFP montre, les images de l'AFP, les images de télévision, bien sûr, ce sont des enfants et des femmes. Mais la réalité, c'est 80% d'hommes de 20 à 35 ans, ceux qu'on a retrouvés dans les rues de Cologne d'ailleurs. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. D'abord, la rue de Cologne, on a bien dit que ce n'était pas des réfugiés, parce qu'ils s'adressaient en allemand, qui ne s'apprend pas du jour au lendemain, à des femmes qui se retrouvaient à la gare. Donc ça n'a rien à voir. Des immigrés, il n'y a pas que des réfugiés. Ça n'avait rien à voir avec les réfugiés, de même que le terrorisme n'a rien à voir avec la question des réfugiés. Mais ce n'est pas que des réfugiés, madame, ce sont des migrants économiques ou sociaux pour l'essentiel. Les réfugiés, c'est un terme de propagande. Les réfugiés en France, 15 000 ont obtenu le droit d'asile, je crois, l'an dernier. Ça, ce sont peut-être des réfugiés, effectivement. Mais ce n'est pas des millions. Les millions qui se pressent aux frontières, ça ne sont pas des réfugiés. Si, la plupart des gens qui sont aux frontières aujourd'hui de l'Europe, et notamment aux frontières de la Grèce, qui sont entrés par la Turquie, d'après le rapport du HCR de juin 2015, ce sont des réfugiés. Non, ce ne sont pas des réfugiés. D'abord, un réfugié, c'est quelqu'un qui a obtenu le statut de réfugié. C'est pas quelqu'un qui le demande. Là, vous faites un abus de langage. Non, des gens qui cherchent l'asile et qui fuient une situation chercher l'asile ne veut pas dire qu'il est juste de la définition de Genève. Donc, on a eu un afflux exceptionnel de réfugiés en 2014 et en 2015. Et une partie d'entre eux, une toute petite partie, sont des flux mixtes, c'est-à-dire des gens qui fuient des situations très difficiles chez eux et qui cherchent en même temps du travail. C'est le cas d'une série de gens qui sont notamment à Sangatte. Mais les Syriens, les Irakiens, les gens qui viennent de Somalie, les gens qui viennent d'Érythrée, même s'ils n'obtiendront pas l'asile, tous individuellement, ce sont des gens qui entrent dans la catégorie des migrations forcées, c'est-à-dire ce sont des réfugiés. Et c'est pas l'invasion puisque... 80% des hommes jeunes. Pourquoi non, c'est pas 80% des hommes jeunes. Parmi les Syriens, il y a beaucoup de familles. Parmi les Irakiens, il y a beaucoup de familles. Il y a beaucoup, mais ce sont des minorités. Il y a peut-être 15 à 20% de familles. Non, chez les Syriens, il y a beaucoup de familles. 80% d'hommes jeunes. Et ce sont pas les demandeurs d'asile qui fuient la guerre. Ce n'est pas vrai. Chez les demandeurs d'asile, il y a de tout. Et pas que des hommes, d'ailleurs. Loin de là, il y a énormément de familles. Non, les hommes ils devraient combattre dans leur pays. Cette polémique sur les statistiques. Dans leur pays, c'est ça qui serait digne. Madame Vittel de Winden, est-ce que selon vous, les États occidentaux ont été impliqués dans le conflit syrien, est-ce que selon vous, ces États occidentaux sont responsables à l'égard des réfugiés qui proviennent de Syrie en Europe ?
Non, ils ne sont pas responsables. Personne n'avait prévu que le régime d'El-Assad, depuis 2011, allait durer. Tout le monde croyait qu'il s'effondrerait, comme la Tunisie, comme la Libye, comme l'Égypte, et personne n'a pensé que c'était un régime qui allait durer. Donc c'est ça la crise syrienne, c'est un régime qui dure, et donc des gens qui partent parce qu'ils s'aperçoivent que chez eux, il n'y a aucun espoir de s'en sortir, et qu'ils sont chassés à la fois par les attaques du régime et les deux. Du reste. Il y en a qui partent des zones contrôlées par Daesh, ils ne partent pas des zones contrôlées par Assad. Les deux, parce qu'il y a eu 300 000 morts en Syrie, il ne faut quand même pas l'oublier, du fait du régime actuel. Pas du fait du régime actuel, du fait des gens qui ont provoqué la guerre civile en Syrie. Et donc, ces gens fuient deux situations qui sont le côté invivable de la persistance chez eux, la menace permanente d'avoir leur maison démolie. La plupart des témoignages, c'est quand même des gens qui disent « chez moi, il n'y a plus rien, la maison est démolie, je ne peux plus travailler, etc. » Donc, c'est une forme de persécution, à ma connaissance, plus Daesh. Et donc, ces gens fuient les deux choses. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent en Turquie et en Grèce. Monsieur Jean Le Gallou, sur la responsabilité des États occidentaux. Il y a incontestablement une responsabilité d'avoir voulu s'ingérer et déstabiliser un régime sans doute imparfait, mais enfin j'aimerais qu'on me cite beaucoup de régimes parfaits, et on a effectivement contribué à semer le chaos en voulant déstabiliser des États qui étaient un peu compliqués. Ça a été le cas de l'Irak, ça a été le cas de la Syrie. Je précise d'ailleurs des États qui évidemment n'étaient pas parfaits, mais qui respectaient les minorités d'ailleurs, qui respectaient notamment les minorités chrétiennes, qui sont les principales victimes. C'est quand même d'ailleurs très curieux, parce que les principales victimes des persécutions au Moyen-Orient et de Daesh, ce sont les minorités chrétiennes, et assez curieusement, c'est pas celles qu'on accueille ici. C'est quand même très étonnant, très étonnant. Alors, maintenant, si vous voulez me faire dire que Fabius a sa responsabilité dans tout ça, oui, Fabius a sa responsabilité aussi dans tout ça. Mais encore une fois, la source principale de la déstabilisation, qui a fourni les armes, qui arme Daesh, etc., ce sont les monarchies pétrolières du Golfe, et notamment l'Arabie Saoudite, qui a quand même de quoi héberger à la Mecque, sous des tentes, 3 millions de personnes, hein. Voilà. Alors, d'après vous, Catherine Witold de Wendelen, est-ce que l'Arabie Saoudite devrait les accueillir plus que nous ? Non, parce que l'Arabie Saoudite n'est pas... Alors, elle pourrait être solidaire, hein, bien sûr, chaque pays peut être solidaire, même s'il n'est pas signataire de la Convention de Genève. Mais je rappelle que les pays du Golfe ne sont pas signataires de la Convention de Genève, donc il ne peut pas donner l'asile aux gens. Est-ce que cherchent ces gens qui sont... La Convention de Genève, c'est pas le droit à l'invasion de ceux qui l'ont signé non plus. Non, mais ça veut dire aussi que les gens qui sont en Turquie aujourd'hui, pourquoi ils quittent la Turquie ? Parce qu'ils veulent en Europe le statut de réfugiés, qui leur donne un statut plus stable que celui d'accueillis informellement, même s'ils sont effectivement accueillis, dont ils peuvent bénéficier en Turquie. Donc la raison de l'attraction de l'Europe pour ces gens, c'est d'avoir un régime stable, la possibilité de travailler légalement et de s'installer dans un pays où ils trouveront la paix. Alors, et où nous apporterons la guerre. Concernant la réponse de l'Union européenne et des États membres, Bruxelles envisage de pénaliser financièrement les États qui refuseraient d'accueillir des réfugiés à hauteur de 250 000 € par réfugié. Quelle est votre réaction ? C'est une dictature. C'est une dictature. Les peuples ne veulent plus être submergés par une immigration qui vient d'ailleurs. Bon, ils le traduisent dans leur vote, malgré les manipulations médiatiques, malgré les manipulations électorales. Regardez l'Autriche. L'Autriche, probablement, va avoir un président issu du parti populiste FPÖ. Bon, parce que l'Autriche, les Autrichiens, ils veulent rester Autrichiens. C'est curieux, ça. Et je pense que quand vous pensez qu'en Allemagne, c'est très difficile en Allemagne, l'Alliance pour une nouvelle Allemagne a réussi à faire 15% des voix aux dernières élections, ça veut dire que vraiment, les gens n'en peuvent plus. Il faut tenir compte de la vie des peuples, il faut respecter la vie des peuples. Madame de Wendelen, vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la démocratie. Et il faut respecter la démocratie en Europe. Alors, monsieur Juncker, il dit on va taxer de 250 000 € par demandeur d'asile ou demandeur du statut de réfugié refusé les pays qui n'en prennent pas. C'est une dictature. Et moi, je dirais que les pays européens doivent dire non. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire vendez votre identité. Vendez votre identité. On vous donne de l'argent pour que vous abandonniez votre identité.
ça apporte un nom, ça s'appelle la prostitution. Pour vous, ça veut dire vendez votre identité? Non, ça veut dire que tous ces pays qui sont entrés dans l'Union européenne en 2004, pour la plupart, ils ont bénéficié de la solidarité des pays européens. Depuis bien plus longtemps, pas l'Autriche depuis 1995, mais tous les autres. Ils ont eu la solidarité des pays européens pour l'aide à la sortie du communisme. Et ces pays, ils ont accepté cette solidarité. Et aujourd'hui, la solidarité, c'est un élément essentiel de la construction européenne. Ça fait partie des valeurs politique de l'Union européenne telle qu'elle a été définie, notamment dans le traité de 1992 de Maastricht. Donc la solidarité, c'est très très important. Et si les pays européens ne sont pas solidaires entre eux, il y a un pan entier de l'identité européenne qui s'effondre, parce que c'est une sorte de pacte, l'Union européenne, entre les États qui en font partie. Donc il est normal que les pays acceptent les fondamentaux de l'Union européenne, qu'ils appliquent les traités auxquels ils ont accepté de souscrire, et que donc ils accueillent, pour ceux qui sont les plus réticents, des réfugiés, et c'est normal de les sanctionner en termes d'aide au développement s'ils n'accueillent pas les réfugiés que l'Union européenne leur demande d'accueillir. Ça vous fait réagir? Oui, tout à fait, puisque les traités n'ont jamais prévu l'ouverture totale de l'Union européenne à l'extérieur. Bien au contraire, le traité de Schengen, qu'on devrait appliquer d'un certain point de vue. Le traité de Schengen, il prévoit le contrôle des frontières extérieures de l'Europe. De Genève, de la Convention de Genève. Oui, mais il n'y a pas que la Convention de Genève, madame. Le traité de Schengen, qui a été signé entre les pays européens, prévoit le contrôle des frontières extérieures de l'Europe. Ce qu'a essayé de faire Viktor Orban, le président hongrois, le Premier ministre hongrois, il a voulu protéger les frontières extérieures de l'Europe. Et à ce moment-là, on lui a dit mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et là, on a violé les règles. On a voulu lui demander de ne pas appliquer un traité qu'il avait accepté et qu'il avait signé. Et ça, c'est tout à fait anormal. Et moi, je suis très reconnaissant aux pays de l'ancienne Europe de l'Est, le groupe de Visegrad, la Hongrie et quelques autres, de défendre quelque chose que vous semblez ignorer, qui est tout simplement l'identité européenne. L'identité européenne, c'est une histoire millénaire, c'est une culture, c'est une civilisation. C'est tout ça qu'il faut défendre. Et les gens qui viennent d'ailleurs de pays musulmans ou de pays africains, ils apportent avec eux une autre civilisation, que je ne critique pas dans l'absolu, mais qui n'est pas la civilisation européenne. Et je trouve que c'est très bien que les gens du groupe de Visegrad, que M. Orban et quelques autres, et maintenant il va être rejoint par les Autrichiens et par d'autres, défendent l'Europe. Ce sont eux qui défendent l'identité européenne, pas ceux qui veulent la détruire en la laissant submerger par des gens venus d'ailleurs, qui apporteront des sociétés multiculturelles dont ils partent. Et les sociétés multiculturelles, ce sont des sociétés multiconflictuelles. Ces gens-là, on dit qu'ils fuient la guerre, ils l'apportent. Alors, à ma connaissance, l'Autriche-Hongrie était un pays plus que multiculturel, et ça lui a plutôt réussi. Oui, elle a été détruite par le traité de Versailles. Oui, d'accord, mais enfin, ces gens-là, ils ont vécu dans des pays multiculturels. Ils se sont inventés. C'était des Européens. C'était des Européens. Oui, pas uniquement. Il y avait des Turcs quand même aussi en Hongrie. Il y a eu des envahisseurs, effectivement, madame. Je vous remercie de le confirmer. Et donc, qui ont apporté aussi des éléments de la culture hongroise, dont les bains qu'on trouve partout dans toute la Hongrie. Mais indépendamment de cela, ce sont des gens qui se sont inventés une identité nationale à travers la valorisation de ce qu'ils ont appelé leur identité culturelle, linguistique, etc., sur le mythe d'une certaine homogénéité. C'était des fragments de grands empires qui doivent leur existence d'État-nation au fait qu'ils ont insisté sur cette identité qu'ils ont fabriquée, qui est une identité un peu restreinte, fondée sur l'homogénéité linguistique, culturelle, etc. Mais c'est fabriqué comme toute identité, comme l'identité française et quelques autres identités. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte où l'identité de ces pays, c'est aussi bien sûr leur identité culturelle que je ne nie pas, mais aussi le fait d'appartenir à l'Europe. Et d'appartenir à l'Europe, ça veut dire prendre en compte... C'est la civilisation européenne, c'est pas une abstraction. La diversité, qui est un élément essentiel des valeurs européennes. En 2008, on a fait célébrer l'Europe de la diversité culturelle intra... Mais c'est de la propagande, non, c'est un programme européen. Et donc, la diversité fait partie aujourd'hui de la citoyenneté européenne.
pays européens, bien et sûr. aussi par ceux qui la constituent. Et donc, si ces pays refusent cette diversité en s'enfermant dans le mythe de l'homogénéité de leur population, à mon avis, ils sont tout à fait en dehors du projet européen tel qu'il a été défini. Mais non, pas du tout. Et si nous recentrons sur la question de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, Madame de Winden, avez-vous été satisfaite par cet accord? Non, parce qu'en fait, on a l'impression que l'Europe est aux abois et que ne pouvant plus négocier avec ce qu'elle faisait auparavant, surtout avec la Libye, elle se replie sur la Turquie. Et la Turquie, à mon avis, a raison de demander gros, c'est-à-dire les 6 milliards d'euros, la reprise des négociations dans l'Union européenne et la suppression des visas, qu'elle est fondée d'ailleurs à demander, puisque la Turquie a un solde migratoire négatif avec l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a moins de Turcs qui vont en Europe que de Turcs d'Europe qui retournent en Turquie aujourd'hui. Donc il n'y a plus de raison d'avoir un système de visa qui est fondé sur le risque migratoire. Donc voilà, c'est un accord qui n'est pas satisfaisant parce qu'on est dans un marchandage un contre un qui a le profil de demandeur d'asile syrien qui sera envoyé en Europe. L'Europe renverra quelqu'un qui a été débouté du droit d'asile pour 72 000 personnes et pour les Syriens seulement. Et pour le reste, on est dans une négociation en fait extrêmement qui ressemble au marchandage, ce qui valorise d'ailleurs la politique du président turc, puisque de ce fait, il se trouve grandi dans son image de quelqu'un avec qui l'Europe peut négocier. Donc je trouve que pour l'Union européenne, ça n'est pas nécessairement... C'est un grand humaniste qui bombarde les populations kurdes de son propre territoire et qui a contribué à semer le chaos en Syrie. Voilà, il faut quand même relativiser les choses et qui par ailleurs porte des atteintes quotidiennes aux droits de l'homme, à la liberté de la presse, à la liberté d'expression. Sur l'accord entre la Turquie et l'Union européenne. Non, sur l'accord, on défend sa souveraineté soi-même et par conséquent, il faut une protection des frontières extérieures de l'Europe assurée par les forces européennes ou les forces des nations européennes. Il ne faut évidemment pas se lancer dans je ne sais quel marchandage avec le sultan Erdogan. Et la question des droits de l'homme, est-ce qu'elle ne s'applique pas aussi aux réfugiés qui arrivent en France, par exemple ? Je pense qu'en France, à part la liberté d'expression qui est parfois limitée, les droits de l'homme sont assez bien respectés. Mais encore une fois, les droits de l'homme, c'est pas le droit pour un pays à se laisser envahir. Or, quand on amène des changements de population, pensez, la France est moins concernée, mais pensez qu'en Allemagne, dans la population des hommes de 20 à 35 ans, ce qui est rentré depuis le début de la crise migratoire, le nombre qui est rentré, c'est le cinquième de la population des hommes résidant en Allemagne de 20 à 35 ans. Donc vous voyez que nous assistons là à un grand remplacement de population. En un an, le cinquième en ce qui concerne la population des hommes de 20 à 35 ans. Ça, c'est tout à fait déterminant, puisque les hommes de 20 à 35 ans, c'est ceux qui ensuite vont contribuer à développer le pays et qui vont faire des enfants. C'est un peu leur vocation quand même. Catherine de Winden, sur ce point, l'Europe peut-elle assimiler autant d'immigrés ? Ça dépend sur combien de temps et quel est le profil des gens. La plupart des profils de ceux qui sont arrivés, à ma connaissance, ce sont des gens qui appartiennent à des classes moyennes, qui ont déjà travaillé chez eux, qui ont une qualification, qui veulent entrer sur le marché du travail. Et si l'Allemagne réussit à leur apprendre assez rapidement, ce qui n'est pas toujours facile, la langue allemande, et à bien les insérer sur le marché du travail, je pense que l'Allemagne est tout à fait gagnante parce qu'elle connaît un déclin démographique très important. Elle a aussi quelques pénuries de main-d'œuvre. Il y a des régions qui sont très peu peuplées à l'est de l'Allemagne, notamment des grandes villes. Et donc, je pense que l'Allemagne fait aussi un bon calcul en termes de économie et de démographie en accueillant ces personnes, et en même temps elle se donne une très bonne image sur la scène européenne qui fortement rattrape les attitudes qu'on a vues dans beaucoup d'autres pays européens. J'ai encore une question pour vous, Catherine de Winden. Nous avons vu les images d'une bagarre générale au métro Stalingrad à Paris entre deux groupes de réfugiés. Les Français doivent-ils craindre pour leur sécurité ?
Ça dépend comment sont accueillis les gens. Si on laisse les gens dormir sous le métro, c'est sûr que les choses ne vont pas s'arranger. On a les moyens d'accueillir des gens dans des conditions un peu plus dignes, mais il faudrait une volonté politique plus forte et puis un accord, disons, avec les structures qui peuvent les accueillir, qui fonctionnent véritablement. Aujourd'hui, on pense toujours que plus on accueille mal les gens, mieux ça marche. Parce que plus ça les dissuade, on s'aperçoit que ça n'est pas du tout vrai, ni à Calais, ni sous le métro Stalingrad. Donc si les gens dorment dans la rue, c'est sûr que les choses ne vont pas s'arranger. Jean-Yves Le Gallou, ça vous faisait réagir ? Oui, deux choses. Je crois que si on veut accueillir les gens, moi je pense qu'il faudrait que les immigrationnistes qui habitent les beaux quartiers ouvrent leurs appartements. Par exemple, moi, si j'habitais le 7e arrondissement, la rue Duquesne, l'avenue Duquesne, pourquoi ne pas ouvrir son appartement ? Ça correspondrait à l'accueil. Parce que sinon, qui fait l'accueil des migrants ? Ce sont quand même les catégories les plus populaires. Ce sont celles qui souffrent. Ce sont les riches qui décident et ce sont les pauvres qui trinquent. Voilà. C'est ça la réalité, il faut le dire. Alors, je pense que l'assimilation ou l'intégration, on a la réponse. Parce que si les gens qui sont venus il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, étaient parfaitement intégrés et assimilés, on pourrait se dire, ceux qui viennent aujourd'hui, on va pouvoir les intégrer, on va pouvoir les assimiler. Or, ce n'est pas vrai. Les gens qui sont venus il y a 10 ans, je parle de gens qui sont venus d'Afrique, ou des pays musulmans. Les gens qui sont venus il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, ils ne sont pas intégrés, ils ne sont pas assimilés, sauf quelques rares exceptions. Par conséquent, on ne réussira pas demain ce qu'on a échoué à faire hier. Sur la question de l'assimilation, Catherine. C'est différent parce qu'on a accueilli des gens qui étaient des bras pendant les années de croissance, il ne faut pas l'oublier, c'est surtout entre la croissance s'est terminée depuis 45 et 64 et 74. Donc ça c'était les grands flux de l'immigration. Pour le reste, on a eu quand même des flux bien moindres et c'était des gens qu'on pensait voir repartir chez eux. Donc on avait une migration de main-d'œuvre dans un contexte de pénurie. Avant 75. Oui, absolument, avant 75. Et après, on a fermé l'immigration de travail depuis 1974 jusqu'en 2005. L'immigration de travail n'a été que très 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 faiblement rouverte à partir de 2006 avec la loi Sarkozy justement. Et donc en fait le nombre encore aujourd'hui de gens qui viennent pour travailler est faible. C'est 15% des flux actuels en France par exemple. Donc en fait on a fait venir beaucoup de gens à un moment précis qui étaient très peu qualifiés parce qu'on voulait des bras dans toute une série de secteurs d'activité et on pensait qu'ils allaient repartir chez eux et pendant très longtemps la prise de conscience qu'ils allaient rester était très faible parmi les décideurs. Donc une grande partie de l'échec de l'intégration, de l'échec de la politique urbaine, etc. est liée au fait qu'on a pensé du provisoire alors que la situation était beaucoup plus durable. Jean-Yves Le Gallou, un dernier mot sur les propos de Madame de Wendel. On a mis des montants d'argent considérables dans les banlieues et pour réaliser de beaux bâtiments. Donc ça n'est pas non plus l'explication. Moi je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est arrêter toutes ces sottises et réaffirmer le droit des peuples européens à défendre leur identité, leur culture, leur civilisation. C'est ça qui est essentiel. Et je crois qu'il faut une unité des peuples européens derrière cela. Et un dernier mot, Madame de Wendel. La culture, elle est toujours évolutive, parce que si elle n'est pas évolutive, elle meurt. Donc je pense que toutes les cultures européennes sont en marche vers un avenir qui n'est pas encore défini. Radieux et voilé. Non, qui se définit au fur et à mesure des événements qui surviennent au cours des siècles. Et donc, si elle était figée sur ce qu'elle croit être son identité, ça voudrait dire que c'est une culture qui n'a plus aucune existence. On va devoir s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir.